Hello, Greg, Grégoire, ça dépend comment tu veux qu'on t'appelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Margot. Oui, tout à fait. Donc moi c'est Grégoire, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans et je suis photographe, vidéaste et réalisateur multicaméra. Ok, multi-profession un petit peu. Ouais, multicasquette. Après ça reste dans le domaine de l'audiovisuel, mais j'aime toucher à tout. Ouais. J'ai vu sur ton compte LinkedIn que tu avais fait un master à Schema Business School en management. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire au départ? Pas du tout. Comme tu peux l'imaginer, vu où j'en suis aujourd'hui. Non, pas du tout. J'ai juste fait des études plus classiques, je dirais. Mais c'était un peu des choix par défaut. C'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est pas là où je me sentais épanoui. Donc après mes études, après ces fameux masters, j'ai décidé de prendre une autre voie. Et est-ce que tu avais commencé la photo en même temps que tes études? Ouais. J'ai commencé vraiment à prendre des photos en 3e année, en L3. J'étais en Erasmus en Lituanie. Et juste avant de partir en Lituanie, comme je savais que j'allais pas mal bouger et voyager, j'ai acheté un petit appareil photo. J'aimais déjà prendre des photos, mais j'avais pas mon appareil. Et comme j'ai fait pas mal de voyages pendant cette année-là, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai commencé à y prendre goût et j'ai rencontré un bon ami portugais qui m'a appris pas mal de choses et donc qui m'a donné le goût de progresser dans la photo. Et c'est parti de là. Donc c'était vraiment l'événement déclencheur, c'était pas en regardant des photos ou des vidéos que tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Non, alors j'avais déjà une attirance pour le domaine de l'audiovisuel parce que ça me plaisait. J'avais déjà goûté partiellement avec des petits projets à droite à gauche, des petits projets étudiants ou perso. Mais ce qui m'a vraiment mis la main à la pâte, ouais, c'était cette année-là avec les voyages que j'ai faits. Et c'était quoi ta première caméra du coup? La toute première, c'est quand j'avais 10 ans, je pense. C'était un appareil numérique, un Samsung, j'avais plus le modèle, je te mens pas. Mais celle que j'ai achetée justement pendant cette année d'Erasmus, enfin juste avant, c'était un Sony A6300. Et donc t'avais même pas commencé par un petit Canon? Non, parce que on l'avait conseillé parce qu'il était assez polyvalent en photo et en vidéo et je m'étais dit que ça pourrait me servir en fonction de ce que j'allais faire. Voilà. Pratique. Tu es aujourd'hui en freelance. On sait que c'est un petit peu incertain comme métier. Comment tu y arrives? Comment tu trouves tes clients? Et surtout, qu'est-ce qui te motive là-dedans? C'est l'indépendance ou la liberté ou d'autres? C'est vrai que c'est un statut particulier parce que c'est un peu moins sécuritaire qu'un CDI, un CDD. Mais bon, il faut se lancer de toute façon. Et puis de toute façon, c'est une profession qui te guide vers ce statut si tu veux être assez libre dans tes projets. Tu as toujours la possibilité de travailler en boîte de production, en CDI pour une entreprise. Mais moi, ce qui me tient à cœur dans ce statut, c'est de pouvoir choisir mes projets, choisir mes clients et surtout faire des choses assez différentes chaque jour. Donc c'est une certaine liberté, une certaine indépendance que je n'ai pas du tout envie d'échanger pour l'instant. Après, certes, c'est compliqué de trouver des clients, surtout quand tu te lances, parce que ça tombe pas du ciel. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de prospection, c'est beaucoup de recherche, ça prend du temps, ça vient pas comme ça. Ça demande de la persévérance, pardon. Mais voilà, c'est un pari à prendre et je l'ai pris. Pour l'instant, c'est sportif, mais c'est cool. Je regrette pas du tout. Et puis pour l'instant, pour répondre à ta question, la plupart de mes clients, du moins de mes premiers clients, c'est largement via le réseau. Personnel, professionnel, amical, mais tout vient du réseau. Et après, de fil en aiguille, ça se développe par des connaissances de connaissances, des amis d'amis, etc. Et du coup, tu as commencé il y a combien de temps ce statut? Alors, j'ai ouvert une première fois mon statut, il me semble, avant le confinement, parce que je voulais faire de la livraison. Finalement, je ne l'ai même pas fait. Et du coup, j'ai fermé mon statut d'auto-entrepreneur. Puis, je l'ai réouvert il y a à peu près 1 an et demi pour me consacrer à cette activité de photographe au début. Et tu t'es retrouvé dans les statuts quand tu as commencé ou c'était vraiment une galère ou quelqu'un t'a conseillé? Comment tu as réussi à te lancer finalement dedans? Je suis pas trop expert en statut juridique sur ce qui est des entreprises, etc. Mais honnêtement, c'est un statut pas très dur à comprendre. Donc c'est ce que je préconise et que je conseille à pas mal de personnes qui veulent se lancer dans un domaine similaire. Et comment je l'ai fait? Je me suis renseigné auprès de proches qui avaient déjà ce statut, notamment des amis qui étaient photographes déjà, vidéastes, etc. Je suis toujours pas expert en la matière, mais ça va. Aujourd'hui, j'arrive à bien le gérer et comprendre comment ça fonctionne. Donc
Donc voilà. Et moi, je vois beaucoup sur les réseaux, parce que je suis pas mal de comptes photos, il y a beaucoup cette question de quel prix on met, comment on définit ses prestations. C'est pas si évident que ça. Pas du tout. Non, c'est pas facile. Ça pareil, je pense qu'il faut en parler, avoir un petit réseau de freelance autour de soi pour pouvoir se faire conseiller, parce que ça va dépendre énormément de ce que tu produis. En fait, il y a photo et photo, ça dépend vraiment du temps que tu as passé sur place, du matériel que tu as, de la prestation que tu vas vendre. Donc, il faut savoir l'évaluer. Après, tu as toujours des outils que tu peux utiliser, que ce soit des outils en ligne ou des outils que tu te crées toi-même. Et moi, j'ai une question aussi, c'est tu vas chercher tes clients ou tu vas sur les plateformes où on trouve un freelance? Non. En tout cas, pour ma part, ces plateformes-là n'ont quasiment jamais fonctionné. Parce que je pense tout simplement que l'offre, en fait, il y a une concurrence énorme sur le métier de l'audiovisuel et que pour ces métiers-là, jusqu'ici, ça marche pas énormément via ces plateformes-là. Et du moins, moi, je pense que 98% de mes prestations et de mes clients, je les ai trouvés via mon réseau ou via des connaissances de connaissances, amis de connaissances, connaissances d'amis, etc. Mais pas par les plateformes. Ok, donc en conseil, il faut travailler son réseau si on veut se lancer. Clairement. Comment tu décrirais ton style photographique? Ah, la question. Horrible. C'est une bonne question, pardon. Mais c'est très dur. Est-ce que j'ai un style déjà? C'est dur de définir son propre style, je t'avoue. C'est très dur. Surtout que, comme je te disais, comme on s'est dit en off, je ne fais pas qu'un style de photo, ou du moins je ne fais pas des photos que dans un seul domaine. Écoute, pour l'instant, j'aime bien explorer différents styles. J'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai un style à proprement parler. Après, quand j'entends certains proches parler de mes photos, ils disent que j'ai un style et un style reconnaissable sur certains projets. Je me fierais davantage à des yeux extérieurs pour définir mon style que moi, parce que... Ouais, c'est pas très évident. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai regardé un petit peu ton compte photographique, qui, tu peux le rappeler sur ton Instagram, qui est... Piporazzi. Et tu fais pas mal de portraits. C'est vrai. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quand même un petit peu reconnaissable, je trouve, en tout cas pour ma part. Et les portraits, j'ai vu qu'au tout début de ton compte Instagram, tu faisais plutôt de la street photographie. C'est vrai. C'est vrai, tout simplement parce que je pense que c'était les projets les plus accessibles. J'ai commencé par des projets plus petits que ceux que je fais aujourd'hui, ce qui est, je pense, normal. Et au début, t'as pas forcément, les ressources pour faire des shootings en studio, les ressources pour avoir une équipe, les ressources pour avoir le matériel suffisant pour faire des gros projets photos. Donc généralement, c'est plus facile de commencer dehors avec de la street photographie que des shootings studio ou des shootings d'événements, etc. Et du coup, aujourd'hui, tu fais plus du tout de street photographie? Ça m'arrive. Quand je suis en vacances, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que photographier les gens dans l'endroit où t'es, c'est vachement représentatif de l'endroit, de l'énergie de l'endroit. Simplement, j'en poste moins parce que déjà, j'ai du mal à être hyper actif sur les réseaux sociaux et parce que c'est pas forcément les projets dont je suis le plus fier, on va dire. Et pour revenir à mon compte Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits, mais c'est pas ce que je fais en majorité aujourd'hui. C'est simplement qu'il y a beaucoup de projets qui sont pour des clients corporate, comme on dit, que je trouve pas forcément hyper intéressant d'afficher sur mon compte Instagram pro, parce que artistiquement parlant, c'est un peu moins riche, on va dire. Et à travers la photo, est-ce qu'il y a un thème que tu apprécies le plus, ou tu as vraiment encore cette idée d'explorer tous les thèmes sans aucune préférence? J'ai de plus en plus à cœur de faire des photos qui ont un sens ou qui servent une cause. Simplement, aujourd'hui, j'ai quasiment pas de projet, sauf si j'en oublie, qui me permettent de servir ce propos. Pourquoi? Parce que forcément, il faut aussi que je priorise les projets en fonction de ce que ça va me rapporter en termes d'argent, parce qu'il faut vivre, mais pas que. Mais j'ai à cœur de prendre part de plus en plus dans des projets de ce style, avec des photos pour défendre des causes, par exemple, des causes qui me tiennent à cœur. Donc plus sur le côté associatif Par exemple, ou même... oui, par exemple. Après, ça peut être associatif, ça peut être politique, ça peut être tout type de photo tant que ça est engagé. Et quel a été
pour toi le plus grand défi dans la photo, que ce soit en termes de carrière ou en termes de technique? Est-ce qu'il y a un grand défi? Je sais pas. Le plus grand défi, c'est peut-être ça a peut-être été de se dire ok, je me lance en indépendant et je vais en faire mon métier. Parce que je pense que j'ai été dans le déni pendant longtemps. Je suis allé jusqu'à un Master 2 en école de commerce avec un prêt sur le dos. Bon, ça va, j'ai qu'un an à payer, à rembourser, que je n'ai pas encore payé. Mais c'est difficile de se dire, bon, bah, j'en suis là, j'ai un diplôme qui vaut quelque chose, surtout en France, vu qu'on marche vachement avec les diplômes, avec lequel je peux assez facilement, je pense, avoir un CDI qui me permettra de subvenir à mes besoins, même plus, et de me dire quand même, je vais quand même faire ce que j'aime, dans un statut qui est beaucoup moins sécuritaire, gagner probablement moins d'argent, du moins dans un premier temps, pour faire quelque chose que j'aime. Voilà. Surtout dans un contexte familial et même social où je suis pas forcément entouré que d'artistes, d'indépendants, donc t'as pas forcément d'exemple auquel te raccrocher, tu vois, et donc ça, je pense que c'est le plus gros défi. Après, forcément, t'as des défis techniques parce que j'ai tout appris en autodidacte, enfin quasiment, hein. On m'a appris des choses, mais j'ai pas pris de formation, en gros. T'as des défis logistiques parce que c'est beaucoup d'argent à investir quand tu dois acheter du matériel. Je me suis fait voler du matériel aussi. C'est des défis logistiques aussi, mais je pense que le plus gros, ça reste de se dire mentalement, ok, je vais me lancer, je vais en faire mon métier et je vais l'assumer. Et du coup, à quoi tu te raccroches pour continuer? Écoute, aujourd'hui, c'est plus trop une question que je me pose parce que je suis dedans et puis voilà. Maintenant, ça a commencé à rouler, donc je me pose plus trop la question. Mais au moment où j'ai passé le pas, écoute, je me suis un peu fait violence et je me suis dit, écoute, fais ce que tu kiffes, fais-le un certain temps, donne-toi les moyens de le faire. Et puis si ça roule pas, au pire, tu changeras d'avis, tu auras une solution de repli grâce à ton super master. Mais voilà quoi. Et t'as parlé de te faire voler du matériel, ça s'est passé comment? Histoire compliquée. C'est pas très intéressant, mais c'est que j'avais mis du matériel en location pendant un temps, parce que justement je voulais investir davantage. Donc ça avait fonctionné quelques fois, et puis au bout d'un moment j'étais tombé sur une personne dont je pense c'était le métier de voler les gens, parce qu'il avait une fausse carte d'identité, un faux chéquier, mais avec le même nom, même prénom, voilà. J'ai encore des éléments qui sont d'ailleurs hyper fiables en fait, de visu, et qui m'avaient tout simplement pris pour 3 000 € de matériel. Alors que j'étais pas d'ailleurs en freelance. Je commençais à avoir des projets, mais j'étais pas encore en freelance, j'étais encore en études, j'étais d'ailleurs en stage au Crédit Agricole. Voilà, passionnant. Bon, heureusement qu'il paye bien. Si tu devais choisir une seule photo là que t'as fait, ce serait laquelle? Waouh! Tu me prends de court là, Margot, c'est pas cool. Une seule photo, c'est hyper compliqué là. Une photo et une vidéo, plus large. Ça m'aide pas du tout là ce que tu me dis. Écoute, vidéo, je vais dire la vidéo que j'ai fait en Grèce cet été parce que c'est récent et que voilà, et que je suis encore un peu dans la nostalgie de la Grèce. Et une photo, une photo. Ouais, je sais, c'est dur. Ouais, c'est chaud là, désolé, mais c'est chaud. Si, vas-y, ok. Une photo, je dirais une photo de mon petit frère que j'ai pris dans un shooting pour une make-up artiste. Pour une make-up artiste, chez elle, on avait fait un home studio un peu improvisé. Et mon petit frère, du coup, a posé pour ce shooting-là. Et il y a une série de photos de lui que je trouve vraiment jolie. Non, vraiment parlante, vraiment jolie, assez forte en émotion, donc voilà. C'est beau. Tu parles que tu as un petit frère. Ouais. Tu as d'autres petits frères, sœurs, grands? J'ai 3 frères. Ah oui, ouais, une belle fratrie. Exactement, j'ai un petit frère de 21 ans, j'ai un grand frère de 29 ans, pardon. À partir d'un moment, on ne sait plus compter. Et un grand frère de 44 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Qui a 5 enfants. Ah ouais. Tu vois, je l'aurais jamais imaginé, je pense. Comme quoi. Et du coup, ils t'ont soutenu? Oui, toujours, hein, toujours. Ils se sont jamais opposés à mes choix de carrière.
Non, ils m'ont toujours soutenu et ils ont toujours eu les bons mots pour m'encourager dans cette voie et pour me dire que mon travail était cool, donc ouais. Je t'ai demandé de nous préparer 3 musiques qu'on a écoutées tout à l'heure. Ouais. On va les écouter là, comme ça tout le monde aura un petit aperçu de ce que tu écoutes. Si je danse, les tiens s'endorment. C'est assez diversifié quand même. Pourquoi ? Pourquoi ? Écoute, mes influences musicales, elles viennent de pas mal d'endroits. C'est mes premières de mon grand frère, je pense, où j'écoutais vachement de rap américain au début, avec lui. Puis de moi-même, je me suis tourné un peu vers le rap français. De mes parents, j'ai eu un peu de variété et un peu de musique du monde. Et puis après, de mes potes, j'ai eu tout le reste de ce que j'écoute. Donc franchement, oui, c'est assez varié. Et est-ce que tu dirais que la musique, ça influe ta vie, ta photographie, tes vidéos, ton style ? Alors pas jusque-là, quand même. Ma vie sûrement, sur mes humeurs, etc. Après ma photo, j'aime bien bosser en musique quand je shoot. J'adapte plus la musique que je vais mettre en fonction du shoot que je fais, plutôt que l'inverse. Parce que généralement, tout mon moodboard, quand justement je suis sur un projet où j'ai la main sur la partie artistique, il est fait au préalable. Mais c'est pas trop la musique que je vais écouter qui va influencer mes photos. Enfin, je pense. Peut-être que ça influence, mais voilà. Et quand tu prépares un shoot pour un client, ils te racontent une histoire, ils te disent voilà, on aimerait faire ça, ça, ça. Est-ce que tu as le droit, toi, de dire moi, je conseillerais plutôt de faire un truc un peu plus, je sais pas, quelque chose plus centré sur l'histoire de ce que vous présentez, ou tu suis à la lettre ce qu'ils demandent? En fait, ça dépend vraiment du client, ça dépend de la marque. Sur un shooting pour une entreprise qui est dans un domaine hyper institutionnel, hyper corporate, parfois ça sert à rien de donner son avis parce que tu sais très bien que ça ne changera rien à leur décision. Si c'est pour des photos de CV, par exemple, tu peux donner forcément des conseils techniques en termes de disposition de lumière, d'endroit, etc. Mais ça ira pas plus loin. Après, oui, forcément, récemment, j'ai fait un projet, par exemple, pour une marque de céramique qui s'appelle La Bacante, avec une direction artistique vraiment poussée que j'adore. Et là, ça a vraiment été un travail commun pour la direction artistique du shooting. Africa, qui est la fondatrice de cette marque, avait un moodboard qu'elle m'a présenté, avait déjà quelques idées. Et après, sur place, on a composé avec ce qu'on avait et on a vraiment co-construit le shooting, tu vois. Et ce qui a donné d'ailleurs un résultat hyper cool que je trouve. Donc voilà. Donc c'est ce genre de projet que tu préfères le plus? Ouais, carrément, carrément. Et en parlant du coup d'inspiration, de style, quels sont les artistes, photographes, vidéastes, cinéastes qui t'inspirent le plus dans ce que tu fais? Alors franchement, beaucoup. Contrairement à pas mal d'artistes, j'ai pas 1, 2, 3 références. J'avoue que mon compte Instagram pro, j'essaye de suivre pas mal de créateurs dont j'aime le travail et ça me fait un peu un moodboard en continu. Après, si je devais sortir des noms comme ça fait longtemps en plus que je suis plus trop, que je passe plus énormément de temps sur mon feed et que du coup j'oublie parfois quelques noms. Mais si je devais en sortir quelques-uns, purée, j'aurais dû prendre mon téléphone à côté. Non, trouver les noms c'est compliqué, mais comme je te dis, ouais, je m'inspire de pas mal de créateurs différents et c'est pour ça que j'en suis pas mal sur mon compte pro. Voilà. Ok, on va terminer aussi par 2 autres questions. T'as dit que t'avais appris en autodidacte. Ouais. T'as fait comment? T'as suivi des vidéos YouTube? T'as parlé avec des gens qui faisaient déjà de la photo et de la vidéo? Bah écoute, t'as répondu à la question. Vidéo YouTube et connaissances qui sont déjà dans le milieu ou qui ont appris en même temps que moi. Aujourd'hui, je pense que la photo, c'est un des domaines qui est le plus facile à apprendre. Enfin, du moins, c'est un des domaines pour lequel tu peux trouver facilement des ressources sur Internet. Après, c'est pas forcément le plus facile à apprendre, mais je trouve que ça reste accessible, du moins pour une bonne partie des connaissances à avoir pour se lancer. Après, forcément, t'apprends aussi en faisant beaucoup. À partir d'un certain stade, c'est bien de connaître toute la technique, mais si tu pratiques pas, tu seras jamais confronté aux galères du terrain. Mais ouais, c'est principalement des vidéos YouTube,
des sites internet, et puis après des collègues, des collègues qui t'aident, qui t'apprennent, qui te montrent. Et encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses sur le terrain grâce à des collègues. Et du coup, là, si quelqu'un veut se lancer en photo, tu lui dirais de commencer par quoi? Du coup, si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, je lui conseillerais de s'appuyer sur des vidéos YouTube, parce qu'il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui font du contenu instructif hyper bien fait en plus. L'avantage en plus dans l'audiovisuel, c'est que quand tu veux apprendre quelque chose, ceux qui te font des vidéos YouTube, les vidéos sont hyper propres parce que c'est leur métier. Et puis d'essayer de s'entourer assez rapidement de personnes dont c'est le métier et d'autres personnes qui apprennent en même temps pour se tirer vers le haut mutuellement, et c'est comme ça que tu apprends le plus vite. Et en termes de matériel, tu dirais de commencer par un appareil photo ou un téléphone Téléphone, on a tous des téléphones qui filment avec des bonnes qualités, qui prennent des photos avec des plus ou moins bonnes résolutions. Mais en tout cas, pour commencer à apprendre les bases, pas besoin d'investir des centaines d'euros, en tout cas pour commencer. Après, tu as toujours ceux qui disent que le matériel ne fait rien. C'est faux, on va pas se mentir. Au bout d'un moment, forcément, tu as besoin d'investir et d'upgrade. Sinon, ton image, elle évolue pas énormément. Mais c'est pas la priorité. Si tu veux commencer à apprendre, tu as tout ce qu'il te faut chez toi déjà. Donc une connexion internet pour regarder des vidéos, avoir du contenu pour apprendre, et ton téléphone ou le téléphone de ton pote, ou tu peux toujours te faire prêter un appareil. Donc voilà. Pour finir, quels sont tes objectifs, tes rêves en tant que photographe, vidéaste, et surtout, est-ce qu'il y a un projet là que tu aurais envie de faire si tu n'avais pas de limite d'argent et pas de limite de temps? Alors, pas de limite d'argent et pas de limite de temps, ça serait voyager davantage et en profiter pour faire des projets style documentaire. Après, l'inconvénient, c'est que voyager à volonté, sans limite d'argent, ça induit une empreinte écologique pas ouf. Donc voilà, j'y compte pas énormément non plus. Après, il y a toujours des alternatives, mais voilà. Donc je pense le documentaire, c'est un truc que j'aimerais bien explorer. Et la photo de voyage, bien sûr, parce que c'est par là que j'ai commencé finalement. Et j'ai oublié la deuxième question. C'était les objectifs. Ah oui, les objectifs. Les objectifs, écoute, concrètement, les objectifs, c'est de continuer à pérenniser mon activité, à élargir mon cercle de clients, à continuer de bosser sur des projets différents qui me parlent, et rester stimulé par la création audiovisuelle, justement en faisant différentes choses. Peut-être qu'un jour, je me serai spécialisé dans les photos d'animaux sous-marins, et que c'est comme ça que je serai épanoui. Là, pour l'instant, j'ai besoin de continuer à toucher à différentes choses, d'apprendre aussi, de me perfectionner, parce que techniquement, je suis pas du tout un expert, et que de toute façon, je le serai jamais. Mais voilà. C'est marrant d'avoir cette philosophie de dire, et cette honnêteté de dire, je ne serai jamais un expert. Personne ne l'est jamais, je pense, sauf sur peut-être d'autres domaines, mais dans l'audiovisuel, tu peux pas être un expert, surtout que ça reste un domaine artistique, donc pas mesurable, et qui dépend aussi de l'interprétation de chacun et des goûts de chacun, donc voilà. Là, j'ai une petite question qui m'est venue. Tu en penses quoi de l'IA dans l'audiovisuel? Comment ça va évoluer? Écoute, je suis pas forcément réfractaire parce que je l'utilise déjà. Après, je pense que comme toute innovation, ça a ses limites et il faut savoir mesurer. C'est un outil, il faut l'utiliser comme un outil, pas comme une fin en soi, mais c'est un outil qui peut faciliter beaucoup de processus créatifs, beaucoup de processus techniques, et qu'il ne faut pas s'en priver tant qu'on ne tombe pas dans la dérive, quoi. Merci Grégoire. Merci à toi, Margot. C'était très sympa comme discussion. On espère que les auditeurs en profiteront également. Et on te souhaite le meilleur. C'est gentil, merci beaucoup. Pour ta carrière et peut-être un documentaire qu'on aura envie de regarder. Mais pourquoi pas. Merci. Merci.